de locomotion plus durable que la voiture individuelle. Pierre Alban, je te laisse. Et bon, merci beaucoup. Oui, bonjour à tous, je suis Pierre Alban Villeroy. Je parlerai plus longtemps d'LDE juste après. Simplement, sur mon rôle chez LDE, j'ai à la fois, Delphine l'a dit, le rôle de directeur export, mais aussi un rôle de directeur du développement. Et donc, c'est en cela que je m'intéresse aussi à l'EFC avec d'autres membres de l'équipe de direction. On questionne les nouveaux modèles économiques, la manière dont on mène nos partenariats et la valeur qu'on peut créer de la meilleure manière possible dans tous les projets qu'on mène et particulièrement les projets d'innovation qui sont importants pour nous. Merci à tous les deux. Alors, d'abord, un petit mot concernant le déroulé global de ce webinaire ce matin. Donc, je vais rapidement vous donner la parole pour qu'on fasse un mini tour de table. Ensuite, on écoutera Pierre Alban voilà, nous parler de l'EFC et plus particulièrement de la coopération, qui est un des piliers de l'EFC qu'il a plus particulièrement travaillé depuis qu'il s'est engagé sur cette trajectoire. Je vous inviterai, n'hésitez pas à nous interrompre au fur et à mesure, à poser des questions, puisqu'on est en petit groupe, donc voilà, prenez vraiment la liberté de le faire quand vous le souhaitez. On fera quand même un petit temps d'échange à la fin de l'échange s'il y a des points que vous souhaitez approfondir. Ensuite, il y aura une petite synthèse de ce qui a été dit, ce qu'on peut retenir de ce retour d'expérience, et je vous présenterai les outils, l'écosystème de l'EFC. Donc, je vous propose voilà, de faire ce petit tour de table en introduction. Là, je vous propose le filage suivant, de nous indiquer votre prénom, votre nom, votre fonction au sein de votre organisation, mais également quelles sont vos attentes ce matin sur ce webinaire, donc pourquoi vous êtes inscrit, et éventuellement si vous auriez une définition de la coopération à partager avec nous, puisque c'est un des points vraiment cruciaux qu'on va aborder ce matin. Donc, je vais donner la parole en premier à Sarah. Voilà, puis ensuite on tournera. Alors Sarah, par contre, je crois que tout est désactivé. Ah, il y a la fonction qui est restée. Non, je regarde. Ouais, j'arrive pas à la désactiver pour l'instant. C'est bizarre parce que j'ai changé les paramètres, mais ça n'a pas l'air de... Sinon, si le chat fonctionne, je pense que chacun peut dire quelques mots sur le chat, ce qui nous permet tout de même d'avoir quelques interactions. Oui, n'hésitez pas, pendant qu'on essaye de résoudre ce problème avec Maud, de laisser vos questions, sinon vous présentez directement sur le chat. Oui. Alors, j'essaye de vous mettre en présentateur, sinon je pense que ça vous permettra d'avoir plus de liberté au niveau des paramètres. Sinon, est-ce qu'éventuellement, là, Sarah, vous arrivez à parler? Je crois que c'est bon. Ah, super. Bon, voilà. Tous. Super. Bah, je vous ai tous mis, Sarah, ainsi que Pascal et Philippe en présentateur. Donc, je pense que les options qui étaient désactivées sont réactivées à présent. Ok. Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, c'est Sarah Pertil et je travaille donc chez Tuba Mulhouse. Donc, les attentes sur le webinaire, c'est que j'ai pas eu l'occasion de participer à votre atelier lors du Forum de l'économie raisonnée qui s'est déroulé à Mulhouse. Et du coup, ça a étayé ma curiosité sur l'outil et sur ce que ça peut apporter. Et peut-être une définition de la coopération, c'est comment on amène plusieurs personnes à atteindre un même objectif, et tout ça en faisant que ça se passe de la meilleure façon possible. Très bien. Merci beaucoup, Sarah. Alors, je vois que Benoît Évrard nous a rejoint également. Donc, Benoît, pour information, on est en train de démarrer par un petit tour de table, puisque la taille du groupe le permet ce matin sur ce webinaire. Donc, Sarah vient de se présenter. Donc, je vais donner la parole maintenant à Pascal. Et ensuite, on continuera. Oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend. Parfait.
Oui, donc Pascal Després, moi je suis de la région Grand Est, basé à Metz, dans le service économie circulaire. Alors moi, ma présence ici ce matin, c'est que je suivais le sujet il y a déjà quelques temps et j'avais vu LDE dans la première opération collective et je voulais simplement savoir où est-ce qu'ils en étaient aujourd'hui. Donc c'est un petit peu une petite mise à jour, voir comment le projet a pu avancer. Et puis comme définition, compliquée comme question, moi je dirais c'est l'attention réciproque. Voilà, je pense que c'est important. Très bien. Ben, merci beaucoup. Pascal, je Et propose par contre, que... je devrais vous laisser à moins le quart parce que j'ai une réunion dans un autre bâtiment de la région, donc je devrais partir un peu avant la fin. Très bien. Ben, merci Pascal. Je donne la parole maintenant à Philippe. Oui, bonjour. Donc moi, je suis Philippe Dens, je suis responsable maintenance donc chez Mars sur le site d'Ernolsheim. Moi, j'assiste à ce webinaire un peu par curiosité et les aspects de collaboration, moi, je les vois plus sur les aspects qui est mon prisme aujourd'hui que de la maintenance, donc tous les aspects pièces détachées déjà entre industriels au niveau du réseau Mars, mais pourquoi pas au niveau du bassin industriel. C'est plus voir des échanges de bonnes pratiques par rapport aux aspects de coopération. Très bien. Ben, merci Philippe. Et je donne enfin la parole à Benoît qui vient de nous rejoindre. Donc Benoît, voilà, on est en train de finir le tour de table avec toi. Et ensuite, on rentrera dans le vif du sujet avec le retour d'expérience de Pierre Alban. Alors rapidement, donc Benoît Évrard, je suis le référent EFC pour l'ADEME, donc Grand Est. Voilà, mon intérêt pour aujourd'hui, c'est d'avoir le REX LDE, voilà, donc je suis assez curieux de voir ce que vous avez à dire. Très bien. Alors, pardon, Benoît, comme j'indiquais en préambule, comme on est un petit groupe ce matin, l'idée, c'est, durant le REX de Pierre Alban, il ne faut pas hésiter en fait à interrompre, finalement, à poser des questions au fur et à mesure, puisque le format et le nombre de participants va pouvoir le permettre. Mais on se laissera quand même un temps d'échange plus long, si nécessaire, à la fin du REX. Ok. Voilà, du coup, on va démarrer sans plus tarder. Donc, Pierre Alban, je te laisse dans un premier temps présenter ton entreprise, LDE, donc nous expliquer également quel est ton métier, où tu es basé géographiquement et qui sont tes clients. D'accord, merci Delphine. Certains semblent déjà nous connaître, donc ça ira vite. LDE, on est le premier libraire scolaire de France. On distribue des ouvrages papier et des ouvrages numériques depuis une vingtaine d'années, même plus de 20 ans. On est devenu l'accompagnateur le plus important des projets de déploiement de ressources pédagogiques des institutions en France. On travaille avec la région Grand Est sur le déploiement de manuels numériques, avec plusieurs régions en France et à l'outre-mer. Et l'EFC est pour nous un vrai référentiel dans le quotidien sur la pratique de coopération et l'émergence d'éléments de valeur qu'on n'identifie pas forcément au départ, ce qui n'est pas toujours simple dans un cas de relation avec des acheteurs publics. Aujourd'hui, moi, j'avais l'intention de vous parler surtout de notre activité traditionnelle, puisqu'on voulait axer sur ce qu'on a pas mal bossé cette année dans la coopération avec des transporteurs. Donc, on est plutôt sur notre métier historique qui est la livraison de livres papier et de manuels scolaires. Si vous souhaitez qu'on digresse, n'hésitez pas au fil de l'échange ou bien après lors des questions. Il n'y a aucun problème, bien entendu. Ah, et on est à Molsheim, et c'est tout, j'ai répondu à toutes tes questions, je crois, Delphine. Faut que tu remettes ton micro, Delphine, j'ai l'impression que tu parles dans le vide. Et oui, merci Pierre Alban. Effectivement, j'étais en train de parler dans le vide. Peut-être juste une autre information avant qu'on continue sur les questions. Ce webinaire est enregistré parce qu'on le diffusera ensuite sur notre chaîne YouTube d'initiative durable. Donc, vous avez tous coupé vos caméras. Donc, c'est la consigne que j'aurais donnée sinon. Mais c'est juste pour vous redonner cette information. Alors, on va continuer sur l'échange. Alors, merci beaucoup pour la présentation d'LDE. Alors, pourquoi est-ce qu'une entreprise comme LDE, finalement, s'intéresse à l'EFC? Pourquoi ton DG ainsi que toi-même, vous êtes intéressé à ce référentiel? Et du coup, quelle a été ta trajectoire avec l'EFC?
Et puisqu'on parle, on va parler de coopération aujourd'hui, peut-être nous indiquer plus spécifiquement, pourquoi est-ce que tu en es arrivé à travailler cette question en particulier avec ton transporteur? Oui, merci. Bah, pourquoi au départ? Je pense que, on partait d'un constat qui est un constat, historique chez nous quelque part de, ne pas vouloir forcément être dans une course à l'échalote, de faire le plus vite, le moins cher et derrière de mettre, sous pression des équipes, des capacités d'investissement pour l'innovation et cetera et donc l'EFC nous a beaucoup parlé pour son questionnement sur la valeur qu'on dégage dans la relation de travail. Parce que c'est une manière de regarder les choses en pondérant l'importance des différents éléments de valeur et de pas se focaliser sur des éléments chiffrés objectivables, certes, que sont, l'argent et le temps, mais qui, in fine, ne créent que des déséquilibres, dans les équipes, et parfois pas à bon escient. Donc on s'est intéressé à l'EFC en se disant que c'était sans doute un sujet intéressant pour l'entreprise LDE de questionner la valeur qu'on apporte réellement sur les projets de déploiement de ressources pédagogiques et de trouver des nouvelles manières d'en parler, d'échanger avec nos clients, de faire émerger d'autres valeurs, d'autres éléments de valeur qu'on n'avait pas forcément identifiés. Et donc, on a été un des premiers groupes accompagnés par IDE et le laboratoire Artemis il y a quelques années. À l'époque, c'est Frédéric Fritsch et Pierre Schmitt qui sont les deux associés fondateurs encore présents dans l'entreprise qui ont suivi un parcours EFC. Je me suis greffé à leurs apprentissages au fur et à mesure, en venant sur des conférences, en intégrant progressivement le club EFC une fois que, eux ont été formés et aujourd'hui, c'est moi qui suis le référent EFC dans l'entreprise et qui essaye à mon tour de diffuser ce genre de référentiel au sein de l'équipe de direction et avec des équipes. On a travaillé avec Atemis, spécifiquement avec l'équipe export et les éléments les plus récents sont les éléments qu'on a travaillé avec le transporteur Epner. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, simplement, évidemment, quand on fait de l'EFC et qu'on pose la question de la coopération, on se rend compte qu'il y en a à tous les étages. Il y a de la coopération avec nos clients, de la coopération transversale entre les équipes et à un moment, on s'est dit: «Bah, finalement, si on veut être, légitime dans ce qu'on a à dire, c'est super de dire qu'on veut faire émerger de la valeur avec nos clients qui ne regardent pas forcément la pression qu'ils nous mettent sur les délais et les montants des factures qu'on leur propose, mais il faut être prêt parfois à payer un peu plus cher un service qui apportera plus de valeur ou en tout cas à aborder différemment la question du prix. Et donc à ce moment-là, on s'est dit finalement, si on veut être pertinent, il faut qu'on ait le même raisonnement par rapport à nos propres fournisseurs. Et on a questionné la chose avec des transporteurs parce que dans le service LDE, le transporteur, c'est celui qui va faire les derniers mètres jusque dans l'établissement scolaire et donc il participe réellement au service que nous apportons à nos clients. Donc il y a quelque chose, on parlait tout à l'heure de l'objectif partagé, il y a quelque chose de un objectif qu'on doit partager avec nos transporteurs et qui doit être bien défini et de notre côté, une nécessaire capacité à remettre en question la relation traditionnelle. Quand on parle de transport, on est traditionnellement, sous pression exactement par ces 2 sujets, temps, argent. Or, il nous semble qu'il y a quelque chose de plus à travailler. Donc on a décidé cette année de travailler ça dans le cadre du club EFC, nous avons un accompagnement individuel. Donc chaque entreprise peut choisir un sujet sur lequel elle va travailler spécifiquement avec Delphine, qui était avec nous, et avec un représentant du laboratoire Artemis, qui nous ont accompagnés sur 2 jalons de réflexion dans le courant de l'année. Puis nous, entre-temps, on a eu d'autres échanges de travail avec Epner. Ça s'est fait de manière très sympa et l'intervention de tiers dans ce genre de relation, c'est à mon avis, fondamental parce qu'évidemment, on est arrivé autour d'une disons d'une réunion qui aurait pu ressembler à n'importe quel bilan de fin d'année avec un fournisseur sur lequel on était prêt à poser nos conditions et puis le transporteur avait une grille de service sur laquelle il allait répondre et puis quand on commence à parler, il nous disait: «Ah bah, pas de problème, regardez, j'ai mon offre premium, il y a ça, ça, ça répond exactement à votre besoin». Sauf qu'en faisant ça, on n'avait pas vraiment, on n'aurait pas vraiment fait le travail
parce qu'il manquait cette dimension vraiment profonde de la coopération, de se comprendre sur les enjeux de travail des uns des autres et de définition partagée d'un objectif qu'on cherche à atteindre ensemble. Et donc là, Delphine et Patrice Vidal, qui nous ont accompagnés, nous ont aidés à sortir de notre posture traditionnelle client-fournisseur. On a fait un petit travail de jeu de rôle qui nous a permis de faire une carte d'empathie des différents acteurs, d'ailleurs des différentes personnes. On n'a pas parlé des acteurs, on a vraiment parlé des personnes. Quels étaient les enjeux du chauffeur, du récipiendaire de nos livres, de la personne chez nous qui paramètre les desiderata des clients, etc. Un petit jeu de rôle qui nous a permis de sortir de nos postures habituelles pour nous questionner vraiment sur les enjeux de travail des personnes qui sont intégrées au processus de livraison. Et je pense que ça nous a aidés tous à faire émerger une vision qu'on a construite ensemble. Suite à ça, on a eu quelques interactions sans le soutien d'Idée ni de Patrice. On a envoyé des gens de chez nous qui ont accompagné des chauffeurs sur des livraisons. On a sensibilisé nos collaborateurs et particulièrement les commerciaux qui vont dans des établissements scolaires. On a sensibilisé nos clients sur les problématiques du transport, ce que ça veut dire pour un chauffeur fin août de faire des livraisons quand il fait chaud, que tout le monde le presse et que personne ne lui propose même un verre d'eau. Ce genre de petites choses tout un tas de petites choses qui, une fois cumulées, nous permettent quand même vraiment d'arrondir les angles parce qu'on se met réellement à la place des autres et au service d'un objectif qu'on partage. Le résultat est assez tangible pour nous à la rentrée. L'année dernière, nous avions rien qu'avec le transporteur Epner, une quinzaine de problèmes importants qui sont remontés jusqu'à la direction et qui montaient un peu en épingle. Cette quinzaine de problèmes, qui ont été évidemment source de tension, sont devenus cette année seulement 2 problèmes qui ont été résolus beaucoup plus simplement parce qu'ils étaient peu nombreux et qu'on avait compris pourquoi ils avaient émergé. Merci pour cette introduction et merci de nous indiquer pourquoi cet engagement avec l'EFC, pourquoi travailler plus particulièrement cette notion de la coopération et nous indiquer qu'il y a eu déjà des résultats tangibles avec le transporteur. Alors, je vais un petit peu avancer sur ce que j'ai préparé avec toi. Est-ce que tu peux nous indiquer, alors on entend beaucoup de parler de coopération, mais parfois on pense aussi coordination, voilà, lorsqu'on retravaille son organisation. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que, voilà, pourquoi est-ce qu'on décide de s'engager dans la coopération alors qu'on est déjà en capacité finalement de se coordonner? Je pense, enfin, Athémis a une approche assez particulière de la chose au travers du référentiel de l'EFC. Du coup, quels sont les enrichissements, enfin les informations voilà, que tu allais trouver dans ce référentiel et quelles sont les différences finalement entre ces 2 notions? Oui, je vais répondre à ta question. J'ai vu une main se lever en même temps. Je ne sais pas Ah oui, qui c'était. Oui, Mais non, c'est Pascal. J'avais une petite question sur le choix du transporteur. Comment ça a été fait? Est-ce que c'est votre principal transporteur ou est-ce que c'était parmi le panel de tous les transporteurs, celui qui était peut-être le plus réceptif à ce genre de discours? Un peu des 2. On a relativement peu de transporteurs parce qu'on fait attention à avoir des partenaires avec lesquels on reproduit la relation d'année en année et on a besoin d'avoir, pour grossir le trait, 2-3 transporteurs sur chaque catégorie de services. Epner faisait figure de très bon candidat parce que c'est un acteur alsacien d'une taille relativement réduite pour un transporteur et confronté au problème du transport à l'échelle internationale, de contraction de tout, de chauffeurs de plus en plus difficiles à trouver, de camions de plus en plus difficiles à trouver, de tensions sur les prix, de l'essence. Et quelque part, les transporteurs, soit ils sont très gros, ils ont un effet volume et ils ont une capacité à absorber les chocs et sans doute seront-ils capables d'évoluer quelle que soit la situation. Et les transporteurs de taille intermédiaire, et dont Epner, on s'est dit que sans doute ce seraient des gens capables de
s'interroger avec nous sur de nouvelles manières d'aborder leur métier. Et ça a été effectivement le cas. On a eu des gens chez nous qui ont été très intéressés par la démarche. Alors qu'on arrive avec quelque chose d'un peu conceptuel quand on parle d'économie, de la fonctionnalité, de la coopération et qu'on dit qu'on vient avec un chercheur chez un transporteur, c'est pas leur référentiel classique. Mais on a bien senti un vrai intérêt et le directeur du site est venu nous voir lorsqu'on a lancé nos travaux. On a été très gentiment accueillis et je ne veux pas parler en leur nom et je ne sais pas quelles sont les intentions qu'ils ont de reprendre le sujet après LDE, mais en tout cas, je pense qu'en termes de posture, ça leur a déjà bien servi, ça leur a déjà bien servi. D'accord, donc c'était des gens qui déjà expérimentaient eux-mêmes, en fait, des limites par rapport au modèle classique, finalement. Tous les transporteurs aujourd'hui expérimentent des limites, ils ont tous des grosses difficultés et nous nous en rendons compte particulièrement parce que nos besoins, c'est de livrer des établissements scolaires le 1er septembre, entre le 25 août et le 1er septembre. C'est une période où il ne se passe pas grand-chose. Le mois d'août, c'est une période très très calme du point de vue du transport. Donc, comme tout le monde est en vacances, c'est très compliqué toujours pour eux d'organiser nos livraisons de septembre. Et, et donc les limites de tension sur l'offre de camionnage, elles sont encore plus prégnantes et encore plus visibles au mois d'août. OK. Merci. Je vous en prie. J'avance du coup sur les questions de Delphine. Et effectivement, Atemis et le groupe EFC, on travaille particulièrement et on questionne particulièrement la question de la coopération. On a pris l'habitude de distinguer entre coordination et coopération. La coordination, c'est l'organisation du travail qui s'est mise en place traditionnellement avec les révolutions industrielles. On travaille ensemble dans l'ère moderne principalement par la coordination. C'est des structures qui permettent une division du travail et qui permettent de définir précisément qui va faire quoi, dans quel ordre, pour atteindre un résultat. La coopération va venir en complément. Elle va se mettre. L'idée de la coopération, c'est qu'on se met ensemble pour prendre en charge ce qui n'est pas écrit en faveur de l'atteinte du résultat recherché. On va mettre en place des pratiques pour essayer de faire en sorte que le travail se réalise au-delà et en complément des éléments de coordination qui sont, eux, toujours à certains endroits incomplets ou insuffisants. Et l'un ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler tout seul sans cadre et sans coordination. Mais même quand il y a de la coordination, il y aura toujours besoin d'avoir un effort de coopération en complément. Récemment encore, Olivier Landin d'Atemis nous disait que finalement le phénomène de quiet quitting et ce genre de passivité au travail, bah, c'est quand on reste sur la question de la coordination sans se poser la question de la coopération. Je fais ce qui est marqué dans ma fiche de poste, je fais ce qui est marqué dans le process et puis c'est tout. Et je ne me pose pas la question du bon fonctionnement de telle machine ou de ce qui se joue chez la personne immédiatement après ou de l'objectif qu'on recherche réellement. Finalement, bah, c'est faire un pas, peut-être pas forcément de retrait, mais juste un pas de blocage qui va empêcher toutes les choses d'avancer. Alors que la coopération, elle, va nécessiter qu'on interroge régulièrement l'objectif qu'on recherche ensemble, les enjeux qu'on partage avec les autres, et ça va nous permettre d'avancer ensemble. Du coup, on pourrait se demander la chose suivante, qu'est-ce que ça change d'envisager la coopération si ce qui fonctionne finalement, c'est l'amélioration des process et donc de la coordination? Bah, ce qui est certain, c'est que la coopération, effectivement, comme tu le dis, ça permet de faire améliorer des process parce que quand on est dans une démarche de quelque chose de nouveau, et par exemple sur notre histoire d'échange avec Epner, en discutant de manière approfondie avec tous les acteurs, on se rend compte que sur la cinquantaine d'informations qu'on enregistre, qu'on demande à nos commerciaux de noter pour pouvoir transmettre des desiderata de livraison, etc., finalement, on doit pouvoir réduire à 2 ou 3 cas de figure systématiques et dans ces 2 ou 3 cas de figure, donner 2-3 informations clés. Et donc ça change complètement. Au lieu de demander à nos commerciaux d'avoir une vigilance sur 50 points
qu'ils oublient partiellement. On leur demande de se focaliser sur 2-3 points vraiment importants, ce qui fait qu'à la fin, la remontée d'échange d'informations va se faire de façon beaucoup plus processée et la coopération, c'est-à-dire ce qui demande quand même plus d'efforts puisqu'il faut prendre un pas de recul, s'interroger, questionner l'autre, la coopération, elle vient quand même un peu moins, de façon un peu moins obligatoire que quand on mettait trop d'informations. Donc, effectivement, la coopération permet d'améliorer aussi la coordination et elle est nécessaire pour ça, pour la questionner régulièrement. Et pourquoi on y est venu aussi? C'est parce que, c'est aussi sur le problème du déficit de la coopération. Si on reste, quelque part lié aux éléments stricts du contrat ou de sa fiche de poste ou de sa fiche mission dans un process établi, heu dans un problème de déficit de coopération, on considère que si un incident, mon problème n'est pas celui de l'autre et inversement, le problème de l'autre n'est pas le mien. Si on prend l'exemple du transporteur, quand nous avons le 31 août un retard de livraison, le transporteur va nous dire: «Bah, écoutez, moi, il y a pas de souci, le livre, c'est pas un produit périssable. Votre palette, qui est arrivée à Angers au lieu d'aller à Toulouse, bah, elle sera là dans 5-6 jours, peut-être une semaine. Pas de problème, le truc va se résoudre de soi-même, c'est pas un souci». Sauf que pour nous, le 1er septembre, il y a urgence. Si un élève n'a pas ses manuels scolaires à la rentrée, alors il commence l'école sans avoir ses manuels et ça peut être un vrai problème, source de tension, de stress dans les familles, pour les élèves, etc. Ce qui n'est pas du tout la même chose quand on est sur une livraison dans le courant de la rentrée où on est un peu plus cool sur les délais. Donc le transporteur va nous dire: «Bah, j'ai un problème de livraison, c'est pas grave». Voir si la palette, s'il perd une palette, il va dire: «Bah, c'est pas grave, je vous rembourse la valeur de vos bouquins et puis, bon, bah, ça fait quelques centaines d'euros et on n'en parle plus». Là, nous, on prend 3 semaines de retard pour refaire une commande, relivrer une école et et c'est une fois encore un élève qui n'a pas accès aux outils nécessaires à son éducation. Le fait de pouvoir travailler ensemble la définition de nos objectifs a permis de faire comprendre ça aussi et faire converger la vision entre les chauffeurs Epner et les acteurs LDE de ce qu'on cherche à atteindre, ça nous a permis sans doute de mieux répondre, parce qu'on a mieux défini l'objectif commun. Du coup, dans ce que tu dis, on se rend compte que le remboursement que pouvait proposer Epner lorsqu'il y avait un retard au niveau des livraisons, c'était finalement, une solution qui était pas du tout satisfaisante, au problème de base, une mauvaise solution au problème finalement. Est-ce qu'aujourd'hui, l'échange, ces interactions avec Epner, est-ce que ça a permis de faire évoluer la vision, d'Epner sur, voilà, sur votre objectif commun finalement? Enfin, comment ça se passe aujourd'hui? Alors, je ne peux pas parler en leur nom, donc je ne saurais pas généraliser sur la relation qu'ils ont de façon générale au aux besoins de livraison de leurs clients. Mais pour ce qui nous concerne, c'est très clair qu'on a à Strasbourg, avec nos interlocuteurs les plus habituels, des interlocuteurs qui ont bien compris nos enjeux et qui se mettent en ordre de marche pour que nos enjeux soient servis et pour les partager avec nous, qui ont fait aussi le nécessaire pour que en interne ces informations circulent bien et que particulièrement sur les projets les plus importants, on a des endroits dans lesquels on livre des communes ou tous les lycées d'un département ou ce genre de choses. Euh, le, Dans ces cas-là, ils ont fait attention à ce que l'information circule bien de ces impératifs de nos clients et de la raison pour laquelle on livre des établissements scolaires. Ça n'est que la première année qu'on a fait ça, donc là maintenant on a des questions à se poser pour que ça soit pérennisé. On a bien compris que cette question de coopération, ce ne sont pas des règles prescrites et que ça sollicite la bonne volonté. Et là maintenant, il s'agit de construire la confiance sur le moyen terme. Heu, on va réfléchir ensemble à la manière dont on est capable de faire des efforts, de faire ensemble ce qui n'est pas toujours tout à fait prévu par rapport à ce qui était anticipé et c'est là qu'on va avoir des questions qui sont très importantes dans l'EFC, d'évaluation mutuelle qui vont venir de façon régulière. C'est-à-dire de capacité pour eux comme pour nous, de nous interroger, d'interroger la relation, d'interroger nos propres défauts pour faire avancer les choses.
Donc finalement, on pourrait dire que cette phase de coopération entre le transporteur et LDNE a finalement permis une phase de coordination, puisque vous avez créé ou recréé du process dans votre relation, également créé une relation de confiance. Alors, on a beaucoup parlé de coopération déjà, mais plus largement, puisqu'on parle également d'économie, de la fonctionnalité de la coopération, est-ce que tu pourrais un petit peu nous indiquer quelle serait ta définition pour toi au regard de ce que tu as appris, ce que tu as retenu du parcours, de cette expérience dans ce travail? Oui, oui, bien sûr. Alors, on parle souvent d'EFC et en fait, c'est pas toujours simple à définir parce que aborder ce sujet-là par son côté conceptuel, ça peut être un peu rébarbatif et quand on est, que ce soit avec un client ou un fournisseur ou même un collaborateur, parler d'EFC, ça peut sembler complexe, expliquer qu'on travaille avec des économistes, des ergonomes, des sociologues, ça peut, inquiéter sur un sujet un peu stratosphérique, alors qu'en fait, c'est quelque chose d'extrêmement pragmatique. Donc, bien souvent, je le décris par l'exemple et l'illustration. Je donne volontiers l'exemple, de ce que fait Calliope, de ce que fait, de ce que font d'autres, dans le sud sur le transport, fo isotherme et cetera. Mais pour nous, l'EFC, c'est avant tout une manière différente, une manière d'aborder différemment la relation de travail pour sortir du cadre strict de la relation commerciale tarifée et pour aller vers une réflexion croisée pour pour parvenir de la meilleure manière possible à un objectif qu'on partage, en maximisant la valeur qu'on crée dans l'échange. Donc, ça passe beaucoup par de la coopération et par de l'effort d'abord. C'est-à-dire que la coopération, c'est un effort qu'on fait l'un vers l'autre, de s'écouter, de se mettre à la place de l'autre et en faisant cet effort, on identifie des endroits dans lesquels on peut en faire moins et on identifie des endroits dans lesquels ces efforts ont d'autant plus de valeur et dans lesquels la valeur est d'autant mieux perçue. Et en réalité, et c'est quelque chose qui sort souvent quand on est dans le club EFC ou quand on en parle à d'autres, heu, c'est que finalement quand on vient dans le groupe EFC ou dans ces conférences, on se rend compte que si on est venu, c'est pas par hasard et que, comme monsieur Jourdain, on en fait tous un peu sans le savoir. Merci beaucoup, Pierre Alban. Je me tourne maintenant vers vous qui participez au webinaire ce matin. Est-ce que vous avez des questions pour Pierre Alban par rapport au retour d'expérience qu'il nous a livré? N'hésitez pas à lever la main ou à allumer votre micro, tout simplement. Alors peut-être disons en attendant, pour rebondir aussi sur ce qui a été dit au moment du tour de table, je me suis focalisé parce que c'était le choix qu'on a fait avec Delphine, ce webinaire et quelque part le dernier du cycle 2023 sur l'EFC, donc il y a pas mal de choses qui ont été abordées. C'est pour ça que j'avais choisi de me concentrer sur le sujet de la coopération et l'exemple de ce qu'on a fait cette année. Si on questionne plus la trajectoire EFC de l'entreprise LDE, qui date maintenant de 4-5 ans, c'est en réalité non seulement, comme je disais, on fait de l'EFC sans le savoir, mais en fait, on retrouve l'EFC et les référentiels de l'EFC à tous les endroits de la relation de travail. Donc, en termes de trajectoire aujourd'hui, l'entreprise cherche à utiliser le référentiel dans sa relation avec ses clients, avec, dans la manière dont on établit une relation de coopération avec les grands donneurs d'ordre et dans les projets d'innovation que sont les projets de déploiement numérique à l'échelle d'une collectivité territoriale, c'est toujours un élément très important pour nous, un référentiel, qu'on mobilise volontiers pour créer les conditions d'une coopération efficace, au service d'un objectif qu'on essaye de définir ensemble. Parce que quand on est lié pendant 4 ans avec une région, il ne s'agit pas juste de recevoir des commandes et de faire le passe-plat avec les éditeurs, mais bel et bien de construire quelque chose avec parfois plusieurs centaines d'établissements, qui travaillent avec nous, tous les prescripteurs pédagogiques qui tournent autour, qu'ils soient publics ou privés, et bien sûr avec le donneur d'ordre principal qui est la collectivité territoriale. Donc pour nous,
c'est un référentiel qui est vraiment très important dans la relation client. Et c'est un référentiel qui est aussi fondamental dans la relation entre les équipes. On a, par exemple, disons que quand on parle de coopération, depuis les confinements de la crise sanitaire, on a eu évidemment, comme beaucoup d'entreprises, des moments où les équipes se sont compartimentées et on a des équipes qui ont chacune leurs propres objectifs et qui ont du mal parfois à se souvenir de l'objectif de l'entreprise. Et depuis le retour au bureau et la reconstruction d'une relation un peu plus quotidienne, on a vraiment travaillé beaucoup cette question de la coopération. Et tout ce que je vous dis sur la coordination et la coopération, c'est fondamental quand on travaille avec un tiers, comme on le fait avec Epner, mais ça fonctionne aussi très bien et c'est un référentiel qu'on utilise volontiers dans la relation entre équipes quand on fait des retours d'expérience pour débloquer des situations ou pour de l'amélioration continue. Je vois que Pascal Depré a une question. Donc Pascal, si tu veux bien ouvrir ton micro. Oui, j'ai une petite question. En fait, effectivement, il y avait souvent des discussions sur comment on applique ce modèle-là à ses clients. Par contre, avec les fournisseurs, effectivement, la question se pose aussi. Et je voudrais savoir comment vous l'avez traduit dans la relation plus contractuelle avec votre transporteur. On n'a rien écrit. À ce jour, on a juste, en fait, on a pris ses habitudes de relations plus régulières, mais au fond, on n'a absolument rien écrit parce que, il y a quelque chose de presque personnel et presque de relation d'homme à homme aussi à partir du moment où on en est là, c'est qu'on se met à la place les uns des autres, humainement. Et donc on a chez nous quelqu'un qui s'engage sur le sujet, qui est notre directeur des opérations. Qui s'engage, qui fait des retours à l'équipe de direction, qui s'engage. En fait, c'est lui-même qui va, à un moment, pour tout vous dire, début août, on était un peu en retard sur nos obligations vis-à-vis d'Epner. Et donc, c'est notre directeur des opérations qui a, une après-midi, mis toutes les équipes, mis en branle tous les tests dont on avait parlé, en disant: «Attendez les gars, il s'agit de ma légitimité que j'ai mis sur le tapis, il s'agit que vous me souteniez là-dessus». Et je sais que du côté d'Epner, c'est pareil. On a 2-3 personnes qui sont engagées avec nous. Et finalement, on n'en est encore que à de la relation très humaine et interpersonnelle. Il y aura un peu de contractualisation forcément, mais je l'envisage plutôt sous l'angle de l'évaluation régulière. C'est-à-dire que nos contrats ne changeront pas tellement. En revanche, on va s'évaluer régulièrement avec l'aide de Patrice et de la jeune de la dame qui succédera à Delphine, dont je ne connais pas encore le nom. Mais on y travaillera encore l'année prochaine et pour moi, ça relèvera plutôt d'un mécanisme d'évaluation un peu formalisé qu'on remettra sur le tapis tous les 3 ou 6 mois plutôt que d'une relation formelle et contractuelle. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter le fonctionnement du club et les outils qu'on propose aux dirigeants, d'indiquer également de quelle manière le club a évolué récemment pour traiter de la question de la coopération et puis de voir dans un second temps avec vous, voilà, si vous avez d'autres questions qui viennent au regard de ces informations complémentaires. Et on terminera par une petite synthèse de ce qui a été dit sous le prisme EFC. Alors si vous ne connaissez pas encore le club EFC, donc en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un club qui existe maintenant depuis 5 ans, qui a été créé par Initiative Durable. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore Initiative Durable, c'est une structure associative basée à Schiltigheim qui fêtera ses 20 ans l'année prochaine et qui fait la promotion de l'économie responsable. Au sein d'Initiative Durable, il y a donc un pôle EFC qui a été créé il y a environ 5 ans, qui a d'abord démarré avec la création d'un parcours d'acculturation et d'accompagnement à l'EFC qu'on propose chaque année à un petit groupe de dirigeants d'entreprise, dont LDE a fait partie lors d'un des premiers parcours qui a été lancé. Aujourd'hui, on est soutenu par différents acteurs qui sont la région Grand Est, l'ADEME, l'ADREAL, la CCI Grand Est ainsi qu'à l'Eurométropole de Strasbourg. Et en 2023, on comptait 13 adhérents, donc 13 dirigeants d'entreprise qui ont pour une nette majorité suivi un parcours d'acculturation à l'EFC au préalable, mais voilà, pas forcément tous. Et qui se sont donc engagés dans ce qu'on appelle une trajectoire EFC.
en abordant un sujet en particulier qui les intéressait dans ce référentiel. Avec l'exemple d'LDE, vous avez vu que l'entreprise voilà, c'était vraiment, a vraiment travaillé le pilier de la coopération en particulier. Alors l'objectif de ce club, hein, qui est encore un petit peu jeune, hein, c'est vraiment de faire la promotion et le développement de l'EFC dans la région Grand Est. Et donc, on va mener différentes actions pour ce faire. L'une des premières, c'est de sensibiliser à l'EFC, hein, comme on fait ce matin au travers de ce webinaire, mais on fait également des actions en présentiel voilà, pour diffuser l'EFC auprès des entreprises ou de structures qui sont en relation avec des entreprises. Et donc, on va également animer ce qu'on appelle les clubs ou la suite parcours une fois par trimestre. Et donc, c'est les réunions collectives auxquelles faisait référence Pierre Alban tout à l'heure. Chaque trimestre, il y a une réunion qui est organisée pour les adhérents du club. Donc, ces réunions, en général, elles se déroulent sur toute une matinée. Il y a un temps d'échange autour d'un retour d'expérience d'un dirigeant du club ou d'un dirigeant extérieur au club, mais en tous les cas engagé dans l'EFC. Voilà, qui vient partager avec nous un des axes, un des piliers de l'EFC qu'il a plus particulièrement travaillé. Ça peut être les ressources immatérielles, ça peut être la gouvernance, on peut aborder des questions d'organisation interne ou externe, par exemple. Et chaque membre du club peut également bénéficier d'un accompagnement individuel à raison de 2 sessions par an qu'on va donc piloter avec Atemis, qui est le laboratoire d'intervention et de recherche, une organisation qui fédère plusieurs experts en EFC. On va retrouver des économistes, des psychologues du travail, des ergonomes, et donc dont le rôle principal va être de soutenir les trajectoires individuelles des membres engagés dans le club. Donc les adhérents, vous les voyez à l'écran, hein, ils sont 13 actuellement. Ils ont pour la plupart suivi ce parcours d'acculturation et d'accompagnement qu'on propose chaque année chez Initiative Durable, le club EFC et Atemis, aux structures qui s'intéressent à l'EFC et qui souhaitent aller plus loin. Les adhérents actuels sont tous basés dans le Grand Est, essentiellement en Alsace actuellement, et donc les uns et les autres engagés à différents niveaux de maturité dans ce qu'on appelle la trajectoire EFC. Si vous connaissez ces structures, voilà, on est plutôt sur des structures type TPE, PME. Il n'y a pas de secteur d'activité représentatif en particulier, c'est assez hétérogène, bien qu'on ait pas mal de structures dans le secteur du bâtiment ou de l'énergie. Il y a également 2 membres du club qui ont rejoint notre gouvernance, donc une gouvernance partagée entre nos partenaires institutionnels et financiers, mais voilà, une gouvernance qu'on a souhaité ouvrir aux entreprises l'année dernière. Et donc, c'est vrai que lorsqu'on se retrouve en comité de pilotage, par exemple, avec nos partenaires, dorénavant, enfin depuis 1 an et demi, on peut également s'appuyer sur Étienne Barillet, donc le président de Calliope, ainsi que Jérôme Mougel, le DG d'Odyssée Environnement, donc qui voilà, lorsqu'on fait un bilan de nos actions, lorsqu'on évoque des questions de développement sur le club, qu'on a certaines opportunités, c'est vraiment intéressant de pouvoir partager ces pistes de réflexion avec des chefs d'entreprise qui sont eux-mêmes engagés dans l'EFC. Et peut-être un dernier mot au niveau des outils sur le parcours, hein, donc parcours qui a été suivi par L2, par Odyssée Environnement, par Calliope. Donc chaque année, chez Initiative Durable, on monte un parcours d'accompagnement et d'acculturation à l'EFC. Donc en quoi ça consiste? Ça consiste à accompagner, donc à faire découvrir dans un premier temps le référentiel de l'EFC à un petit groupe composé de 8 à 10 dirigeants d'entreprise. On est soutenu par l'ADEME et la région pour monter ce parcours chaque année, qu'on va co-animer ensuite avec Atemis. L'idée, c'est de démarrer par une petite formation collective sur 2 jours consécutifs, durant lesquels on aborde voilà, de manière très globale l'ensemble des piliers du référentiel de l'EFC. Ensuite, on propose un rendez-vous individuel sur une demi-journée aux dirigeants qui suivent ce parcours, de manière à vraiment aborder voilà, les questionnements, ces limites de manière très personnelle. Et ensuite, on va se retrouver tous ensemble sur une dernière session collective pour identifier les piliers de leur nouveau modèle économique, voir de quelle manière est-ce qu'on pourrait aller plus loin et se saisir du référentiel de l'EFC pour avancer sur certaines questions.
Donc voilà pour le parcours. Et on propose également dans le cadre de l'offre du club un premier état des lieux, donc sous la forme d'un diagnostic de maturité EFC. Donc ça, c'est un outil qui est accessible via l'offre du club à raison de 500 € hors taxe par entreprise intéressée. C'est une offre qui permet également d'accéder à une session du club, donc ces réunions collectives qui ont lieu une fois par trimestre, donc à une session de son choix. Donc, un petit peu pour les outils qu'on peut proposer au club. Est-ce que vous avez peut-être des questions à ce nouveau stade sur les outils proposés? Il n'y a pas de questions, on va. Peut-être un Ah. complément, juste Benoît Évrard, là, de l'ADEME. En complément de l'offre qui est proposée là au niveau du club des parcours, il faut aussi comprendre que côté ADEME et région, il y a des dispositifs de soutien aux démarches EFC. Donc, ça va du diagnostic à la phase d'émergence, à la phase de développement, à la phase de changement d'échelle. Donc, il y a la possibilité de bénéficier d'aide directe de l'ADEME, parfois même ADEME et région en fonction du projet qui est présenté. Donc, c'est aussi à prendre en compte du côté de l'entreprise si elle souhaite aller un peu plus loin sur le sujet. Et ces aides, c'est des aides soit à des prestations externes type assistance à maîtrise d'ouvrage qui vous aident à définir, développer et appliquer votre démarche EFC. Et ça représente aussi, il y a aussi des dispositifs qui visent à financer des dépenses internes au sein de l'entreprise, notamment du temps passé au sein de l'entreprise, ainsi que des équipements logiciels et tests, des produits ou des services qui sont proposés dans le cadre du déploiement. Donc, c'est des choses sur lesquelles je vous inviterai à revenir vers Marion Bardot à la région Grand Est et moi-même, Benoît Évrard, à l'ADEME. C'est des choses qui vous intéressent et qui font écho de votre côté. Je me permets de confirmer qu'effectivement, on a un accompagnement qui est à la fois extrêmement personnalisé, extrêmement souple et qui est pas négligeable du tout et dont il faut s'emparer quand on a des sujets. C'est très agréable et confortable. Eh ben, merci pour ces précisions, Benoît, et ce complément également, Pierre Alban, sur l'accompagnement individuel. Et peut-être pour conclure, donc ce qu'on peut retenir de ce retour d'expérience aujourd'hui en quelques mots, donc comme l'a dit Pierre Alban, comme on l'a dit plusieurs fois, LDE a été l'une des premières entreprises à tester finalement l'un des premiers parcours EFC qu'on a pu proposer avec Initiative Durable. Il y avait vraiment cette volonté d'imaginer un nouveau modèle basé sur l'EFC pour ses clients. Donc on a identifié un premier axe de travail, mais comment est-ce qu'on peut satisfaire ses clients? C'est peut-être dans un premier temps en coopérant davantage avec son fournisseur. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur une entreprise qui partage finalement les valeurs de l'AFC. On a beaucoup parlé de la valeur travail et coopération qui sont vraiment au cœur du référentiel. Alors, on a aussi vu qu'en termes de coopération, l'important, c'était finalement de se fixer un objectif commun avec les parties prenantes qu'on a embarquées sur ces questions de l'EFC. Et c'est vrai qu'avec le transporteur, l'objectif partagé, ça a été comment est-ce qu'on peut livrer bien du premier coup. Et ça a vraiment dicté ensuite tout ce que Pierre Alban a partagé avec nous, ce travail autour des cartes d'empathie, des situations vie ma vie qui ont vraiment permis d'expérimenter du coup des nouveaux process pour y arriver avec ces jeux de rôle, toutes ces méthodologies qui ont quand même permis vraiment d'identifier les enjeux de travail d'un côté et de l'autre avec des résultats assez concrets, hein. Comme le disait Pierre Alban, il y avait plus d'une quinzaine de problèmes qui avaient pu être identifiés lors des premières discussions. Ils ont été résolus au fur et à mesure et diminués. Donc, il y a vraiment une simplification finalement des choses qui a été réalisée grâce à cette coopération. Donc aujourd'hui, c'est vrai que lorsqu'on entend
LDE parlait de cette coopération, on comprend bien qu'il y a une nouvelle manière de résoudre les problèmes qui n'est pas forcément contractualisée, puisque c'était la question de Pascal, mais c'est intéressant quand même de pouvoir aborder les problèmes d'une autre manière, de se dire qu'en cas d'incident, le problème, c'est plus le problème de l'autre, mais on est sur des objectifs partagés, donc on discute de manière à désamorcer ce problème, puisqu'on est plusieurs parties prenantes dans ce problème. Et donc, on comprend également que cette coopération a permis une amélioration des process et donc de la coordination entre LDE et EPNER. On n'a pas forcément eu le temps d'aborder tout ce qui est ressources immatérielles, qui est également l'un des piliers essentiels du référentiel de l'EFC. On parle beaucoup d'amélioration des compétences, de santé au travail, de relations de confiance lorsqu'on s'intéresse au référentiel de l'EFC. Et là, on voit bien que l'une des conséquences de cette coopération entre les deux entreprises, ça a été l'amélioration, enfin, dans un premier temps, la création d'une relation de confiance qui est finalement indispensable pour améliorer ces relations et faire une bonne coopération. Donc voilà ce qu'on pouvait retenir de ce qui a été dit ce matin. Et c'est vrai, comme l'a dit Pierre Alban, le parti pris, c'était vraiment d'aborder le référentiel de l'EFC sous l'angle de la coopération. Et si vous visionnez les autres webinaires qu'on a pu animer depuis ce début de l'année avec le club, on essaie systématiquement de vous faire découvrir le référentiel de l'EFC qui est assez large finalement, mais en l'introduisant via un des piliers, enfin via l'une des problématiques spécifiques qui a été abordée sur les trajectoires EFC des uns ou des autres. Alors, il nous reste encore 5 minutes. Est-ce que vous souhaitez réagir sur l'un ou l'autre des points qui a pu être présenté? Est-ce que ça suscite chez vous d'autres questions éventuellement avant qu'on conclue? Sinon, est-ce que vous pouvez peut-être nous faire part de vos impressions sur ce webinaire, ce que vous avez pu en retenir, par exemple? J'ai une petite question. Je trouve que la démarche de coopération, il y a énormément de choses qui sont positives et qui permettent de mieux appréhender la suite. Donc, comme dit, un problème, c'est plus un problème que de l'un, mais c'est un problème qui devient partagé. Est-ce qu'il peut y avoir, enfin je sais pas, mais des réticences parce que je me dis que tous les fournisseurs sont pas forcément enclins à accepter de résoudre tout ça de façon commune. Il y en a qui peuvent la jouer plus individuelle et je me demandais comment dans ces cas-là, si peut-être dans le cas de LDE, il y a eu aussi de la réticence de la part du fournisseur. Alors, oui, il y a sans doute des gens qui seront moins ouverts que d'autres à ce genre d'échange, qui vont avoir l'impression qu'on leur parle de sujets qui ne sont pas assez pragmatiques, et il faut quand même qu'ils acceptent de faire un petit pas de côté par rapport à ce qu'ils font d'habitude. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que là, il y a vraiment, de ce point de vue-là, le facilitateur extérieur qui est vraiment important, parce que nous-mêmes, on n'aurait pas su faire, parce que même avec la bonne volonté, en réalité, on n'est pas sûr qu'on ne se serait pas retrouvé à se dire: «Bon, très bien, voilà la grille de nos besoins, voilà la grille de vos services, on met un prix en face et puis on reste dans une relation très contractuelle et pas personnalisée». Donc le premier sujet pour moi, pour permettre cette ouverture du fournisseur, c'est le fait de faire intervenir un tiers, parce qu'on se questionne un peu différemment et qu'on a accepté de faire un jeu de rôle. Jamais de la vie, un transporteur que je reçois en rendez-vous client n'aurait accepté de faire un jeu de rôle avec moi. Et le deuxième sujet, je pense, il y a quand même un élément facilitateur, c'est qu'on est arrivé en allant voir le transporteur en disant: «Bonjour, on vous propose de parler d'autre chose que du pied de facture. Est-ce que vous êtes d'accord?» Et forcément, ça facilite les choses aussi. D'accord, ok. Merci beaucoup pour cette réponse. J'avais juste un tout petit point, si personne n'a d'autres questions, juste pour rebondir. Si Delphine, tu m'excuses pour parler d'autres structures, mais il y a, je crois que c'est monsieur Dens qui cherchait des entreprises qui collaborent entre elles sur des sujets vraiment pragmatiques. Il y a un groupe qui s'appelle Action en Centre-Alsace, qui est piloté notamment par Schmidt Group, mais pas seulement. Ça rayonne sur tout le centre, donc jusque chez nous à Molsheim. Il me semble que vous avez une usine pas si loin.
on a travaillé ensemble. Il y a différents groupes de travail sur l'énergie, sur les déchets, etc., qui nous mènent à partager un certain nombre à avoir des éléments de collaboration transversale qui répondent peut-être aussi à votre sujet. Là, on n'est pas sur la coopération au sens où on l'entend avec le club EFC, mais plutôt sur l'idée d'aller chercher des gens avec lesquels on travaille jamais pour voir si par hasard on n'a pas des synergies ici ou là à déployer. Très bien, c'est noté, merci. Je pense qu'on ne vous entend pas, vous n'avez pas dû réactiver le micro. Oui, merci, c'est la deuxième fois. Oui, je disais peut-être un dernier mot du coup sur l'écosystème de l'EFC en France, et je vous donnerai également quelques actus, notamment sur les universités de l'EFC qui arrivent bientôt. Voilà, on a pas mal parlé d'Atemis durant tout ce webinaire qui est notre partenaire principal dans la co-animation des clubs et l'accompagnement individuel des membres du club. On travaille aussi avec l'Institut européen de l'I2EFC, c'est le logo en bleu et jaune que vous voyez à l'écran. Donc, c'est vraiment une structure qui s'empare des questions de l'EFC depuis plus d'une vingtaine d'années, qui donne beaucoup de ressources aux entreprises comme aux différents clubs territoriaux en matière d'EFC, puisque c'est un référentiel qui évolue également au fil du temps. Donc, il y a pas mal, lorsque vous allez sur leur site, il y a beaucoup de contenu sous forme de documents, de webinaires, de retours d'expérience, d'audio également qui sont à votre disposition pour mieux appréhender ce référentiel de l'EFC. Atemis, on en a parlé, qui travaille de pair finalement avec l'Institut européen de l'EFC. Et à savoir également, on est actuellement une douzaine de clubs territoriaux, donc globalement un club par région administrative française, donc sur le territoire. Vous avez les différents logos à l'écran. Et le mois prochain, le club INE, qui est basé en Normandie, organise ce qu'on appelle les universités de l'EFC. Donc, c'est le grand rassemblement des acteurs de l'écosystème de l'EFC en France. Donc, durant 2 jours, voilà, vous avez la possibilité de découvrir ou de redécouvrir l'EFC, d'échanger avec d'autres dirigeants engagés dans l'EFC, de rencontrer les différentes structures partenaires de l'EFC, dont l'ADEME, les régions, etc., qui seront pour la plupart présentes sur ce grand rassemblement. Donc, ça se passe sur Rouen. C'est organisé par le club de Normandie, donc le club INE, qui est présidé par Olivier Blandin, donc, avec qui on travaille plus particulièrement en région Grand Est sur la co-animation de nos différents clubs. Donc, n'hésitez pas à venir si ce n'est pas trop tard pour vous, car c'est déjà dans un mois. En tous les cas, il y aura pas mal de représentants du Grand Est qui seront présents cette année. De mémoire, il y a 5 adhérents du club qui vont participer, voilà, plus différents partenaires du club, voilà, dont j'ai plus forcément tous les noms en tête. Et donc, je conclus également avec cette information. Donc, il y a eu 6 webinaires qui ont été organisés cette année pour vous faire découvrir l'EFC. Ils sont actuellement tous accessibles depuis notre chaîne YouTube Initiative Durable. Le prochain webinaire qu'on avait initialement annoncé fin novembre avec l'entreprise Areza qui a créé la startup Je suis Reco devait avoir lieu le 23 novembre, mais on va le reporter début d'année 2024 puisque moi, je quitte mes fonctions en fin de semaine et ma remplaçante ne sera pas forcément encore présente pour pouvoir l'animer à ce moment-là. Donc, on a pris le parti de plutôt le reporter en début d'année. Donc, la date sera communiquée sur la page LinkedIn du club dans les prochains temps. Et donc, merci à vous tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci beaucoup à Pierre Alban d'avoir accepté de témoigner, de partager avec nous voilà, quelle était la trajectoire EFC, de quelle manière la coopération était abordée, notamment avec Epner. Et merci également à toi, Maud, d'avoir été présente et à tous de m'avoir fait penser à rallumer mon micro lorsqu'il était éteint. Voilà, écoutez, moi je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci encore de votre participation. Merci. Et à très bientôt. Bonne journée à tous. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Voilà.